Bien, tout d'abord, je suis l'auteur de cet essai. Je tiens à dire d'abord que c'est un sujet citoyen, un sujet transcourant, d'un parti politique à l'autre, il y a les pour et les contre. C'est un sujet très technique et très ennuyeux, je m'en excuse, mais c'est notre avenir qui est en jeu, c'est un problème sociétal, c'est un problème global. Côté américain, c'est un problème d'intelligence, économique, monétaire, financière, juridique et militaire également. Vous avez deux partis qui négocient. Vous avez d'un côté donc les Américains, et de l'autre côté vous avez l'Union européenne, en particulier le DG Trade. Alors, d'un côté l'armée mexicaine, l'Europe, des gens qui ne sont pas élus, des techniciens qui ne sont responsables devant personne. Et de l'autre côté, vous avez une machine infernale qui est, drivé, si vous voulez, par le NIC, c'est-à-dire la National Intelligence Council. C'est-à-dire tous les services américains contrôlent depuis 2010, très officiellement, tous les accords de libre-échange, et il y a une bonne raison à ça. Alors, le titre, c'est les petits secrets du TTIP+. Pourquoi TTIP+? Parce que, en fait, il n'y a pas que le TTIP. C'est un accord, si vous voulez, euro-atlantique global, et même qui va au-delà, puisque l'accord TISA est inclus là-dedans. L'accord TISA, c'est l'accord sur les services, et il concerne 50 pays. Donc c'est l'accord plurilatéral, mais uniquement sur les services. En gros, c'est le pays de l'OCDE, quoi. Alors, vous avez donc le TTIP-TAFTA, qui concerne l'investissement, qui concerne tout ce qui est commercial, libre-échange, etc., mais qui va bien au-delà. Et je dirais même que c'est un traité mixte. Et j'appuie sur le mot mixte, parce que figurez-vous que dans quelques jours, c'est-à-dire le Conseil européen du 28 et 29 juin prochain, va décider, comme par hasard, si le traité est mixte ou non. Ça a une conséquence importante, c'est-à-dire que ce traité, s'il est déclaré non mixte, n'aura aucune utilité, ne pourra pas passer obligatoirement devant, si vous voulez, la ratification des parlements nationaux. En clair, l'article 50, je crois, de notre Constitution fait que normalement tous les traités commerciaux devraient passer dans le Parlement, il n'y passera pas s'il est déclaré non mixte. C'est un jeu important. Deuxièmement, donc, vous avez tout à l'heure notre ami Pierre-Yves Rougeron vous a dit qu'on ne connaissait rien de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est vrai, c'est faux. Partie, en tout cas, du CETA est connue. Il faut savoir une chose, c'est une évidence, c'est que l'accord CETA, c'est le jumeau du TTIP. On ne pourra pas refuser aux Américains ce qui a été accordé très généreusement, j'appuie sur le mot généreux, aux Canadiens, sur tous les domaines, en particulier le domaine agricole et le domaine des investissements, marché public. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le TTIP+, c'est-à-dire en gros, c'est la norme euro-atlantique qui se joue là, c'est-à-dire également donc, tout ce qui concerne la dérégulation, tout ce qui concerne la finance, tout ce qui concerne la régulation bancaire, etc. Alors, si vous voulez, pour être plus clair... Oui, excusez-moi, le micro, là, je vais le monter. Alors... C'est un micro d'enregistrement, donc c'est votre voix qui doit être... Ah, bon, d'accord, excusez-moi. Bon. Alors, si vous voulez, pour être clair, on va dire que ces traités euro-atlantiques, c'est un package, c'est quelque chose de global, c'est la nouvelle OTAN, qu'on vous présente, c'est une OTAN globale, économique, financière, juridique, je l'ai dit tout à l'heure, et militaire également. En référence, si vous voulez, à l'article 2 du traité de l'Atlantique Nord, 1949, l'article 2, c'est quoi? C'est les accords de libre-échange qui vous sont annoncés déjà. Il y a, dans l'affiliation, vous avez eu le GATT, ensuite, à la suite de l'Uruguay Round, vous avez eu l'OMC, créé à partir de 1995. Il se trouve que
Donc l'OMC, si vous voulez, c'est-à-dire le traité multilatéral n'est pas complet. Il a été bloqué au niveau du cycle de Doha, et en particulier dans le cycle de Doha, il y avait le secteur des services, lequel donc fait partie de l'accord à venir sur l'accord dit TISA, ACS, accord général sur les services en français. Donc, voilà comment cela se présente. Vous avez d'abord, si vous voulez, ce traité-là, c'est un marqueur, si vous voulez, on va dire idéologique. Je ne vais passer vite fait là-dessus, mais quand je vous parle de dérégulation et de financiarisation, ça veut dire que bon, nous sommes en pleine idéologie ultralibérale. Ça veut dire qu'il va consacrer, si vous voulez, la puissance, si vous voulez, des transnationales et des lobbies inhérents par rapport à nos pouvoirs souverains. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc, si vous voulez, c'est le retour joyeux des idolâtres de Milton Friedman et compagnie. En second lieu, et ça c'est plus important, c'est un marqueur géocommercial. Bon, tout le monde est focalisé là-dessus. Et c'est une méthode donc de contournement, si vous voulez, c'est une stratégie américaine de contournement des accords multilatéraux de l'OMC. Parce que les Américains sont aperçus à l'usage que les accords de l'OMC ne les avantageaient pas tellement, et qu'au contraire, ça a mis le pied à l'étrier à nombre d'émergents, de la Chine en particulier. La Chine, depuis la mission en 2001, est devenue la première puissance économique mondiale, pour les spécialistes à partir de 2014. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, d'où, depuis, on va dire, la mise en route, surtout à partir on va dire, des années 2000, bien que le processus ait démarré avant, des accords, si vous voulez, des méga-accords ACR, c'est-à-dire régionaux, dont l'archétype, si vous voulez, le TTIP+, mais également le TTP de l'Asie-Pacifique. Alors, donc ça c'est les méthodes de contrôlement, si vous voulez, de l'OMC qui dans l'avenir sera réduite à un rôle subalterne, c'est-à-dire de chambre d'enregistrement, de chambre notariale des accords de libre-échange. Le but des méga-accords ACR, dans le TTIP, c'est de promouvoir de nouvelles normes. Et en fait, j'en arrive au troisième point, c'est un marqueur géopolitique. C'est, si vous voulez, une méthode de containment, c'est-à-dire de contournement de la Chine. Je crois que c'est le premier élément à comprendre. Ce qui est ciblé, c'est la puissance économique chinoise et son contournement. Alors, donc il faut savoir aussi quand même que de l'autre côté, les gens sont réactifs, les Chinois ne se laissent pas faire, et ils ont un projet concurrent qui s'appelle le RCEP, il faut le savoir, c'est-à-dire Chine, pays de l'ASEAN, c'est-à-dire Birmanie, Malaisie, etc., Thaïlande, etc., y compris le Japon, y compris la Corée du Sud. J'appuie sur les deux et la Nouvelle-Zélande. J'insiste parce que ces partis-là sont signataires du TPP, c'est-à-dire l'équivalent, le concurrent, si vous voulez, occidental, on va dire américain. Et je regardais ce matin encore les informations sur Xinhua, parce qu'il faut actualiser un peu. Et Xinhua, c'est l'agence chinoise. Et les Chinois étaient un peu irrités, si vous voulez, du fait que la Nouvelle-Zélande, la Corée et le Japon insistaient pour mettre en avant dans cet accord RCEP eh bien, un tribunal arbitral privé, ICSID en anglais, c'est-à-dire ISDS en français, qui est tant décrié actuellement et tant critiqué. On va y venir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les traités de libre-échange, si vous voulez, ont des particularités. Celui-là, il y en a une, déjà les monétaires. Jusqu'à présent, dans tous les accords de libre-échange, c'est le dollar est roi. Il n'y a pas de compensation, si vous voulez, entre les monnaies, ce qui fait que c'est la Fed qui fait la politique monétaire du monde actuellement. Et dans notre cas, nous, c'est un peu une course à handicap,
Parce que la Fed va réajuster la valeur du dollar par rapport à l'euro de manière à, bien sûr, avantager ses propres entreprises. C'est un marqueur juridique aussi, on va le dire. Alors, il y a deux volets à bien comprendre. Il y a un premier volet qui est, si vous voulez, l'arbitrage privé qu'on nous propose, en particulier pour l'investissement, ce qu'on appelle les TBI, traités bilatéraux d'investissement, et également une extraterritorialité juridique américaine qui est assez fine, c'est l'intelligence juridique. Hein. C'est-à-dire que les Américains ont orienté leur propre jurisprudence en fonction des intérêts de leurs propres entreprises. Et ça a coûté fort cher jusqu'à présent à quelques banques françaises, allemandes et autres, si vous suivez l'actualité. BNP, Deutsche Bank, etc. Donc, ce qui pose problème actuellement, c'est bien sûr, c'est le tribunal arbitral. C'est un peu gênant parce que le tribunal arbitral est composé d'arbitres privés, c'est-à-dire ce n'est pas des magistrats professionnels. Et ce qui est choquant, en particulier pour les opposants au TTIP, c'est qu'il existe d'autres tribunaux qualifiés, compétents et reconnus internationalement, comme le groupe 2 de l'UNCIL, c'est-à-dire les Nations Unies, comme la Cour internationale arbitrale de la Haye, etc. Et surtout, il aura prévalence, s'il est accepté tel que, il aura prévalence sur la Cour de justice de l'Union européenne, qui est également compétente. Et ça, c'est un peu gênant. C'est d'autant plus gênant que, vous voyez, ce petit essai-là, c'est un peu une torpille, comment dire, qui est calibrée, comment dire, dont le logiciel est focalisé sur la Commission européenne. Parce que la Commission européenne, j'ai calculé par 5 fois au moins, a été retoquée par la Cour de justice européenne sur ces îles, bien sûr, et pas les bords de laquelle, la dernière fois, c'était la Suède. Donc, alors, il faut savoir une chose, pour bien comprendre, si vous voulez, les enjeux, c'est que la Cour de justice européenne, c'est l'arrêt Rich, a retoqué les tribunaux arbitraux. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2009. Et l'arrêt, il y a une jurisprudence donc, européenne contre les tribunaux arbitraux. Et bien malgré ça, la Commission européenne passe outre. Et ça me choque un peu, vous voyez. Ça veut dire que le pouvoir politique, dans le traité de Lisbonne 2, le pouvoir politique ne joue pas pleinement son jeu. Deuxièmement, l'extraterritorialité américaine, elle va être plus que conséquente, parce que il faut savoir que toutes les transactions qui s'effectuent en dollars, et le dollar sera monnaie roi, ne vous inquiétez pas, y compris d'ailleurs en euros, on l'a déjà vu pour l'affaire argentine, est tracée par les services américains. C'est-à-dire que si par exemple les États-Unis décrètent un embargo contre un pays X, de nouveau, eh bien il y aura intérêt à s'y référer, et c'est une perte de souveraineté, on ne peut plus commercer avec qui on veut. Donc si vous voulez, c'est un danger souverain. Et le TTIP est un danger souverain. Voilà, donc il y a bien d'autres aspects, si vous voulez, dans le TTIP. Je vais insister sur le côté, si vous voulez, sur le volet agricole. C'est très important, agro-industriel. Parce que nos paysans étaient dans la rue par 2 fois cette année et ils vont bientôt y retourner, à mon avis. Hein. Il faut savoir que nous avons d'un côté la PAC, la politique agricole commune, qui est fondatrice, c'est un élément important, un pilier important de l'Union européenne. Et de l'autre côté, vous avez la Farm Bill. Alors, comme par hasard, les négociations donc, sur le TTIP officiellement étaient ouvertes le 4 juillet, le jour de l'Independence Day, 2013. Mais, nonobstant ce fait, en 2014, les Américains ont fait voter la loi MARA, Made in America Rural Act, c'est-à-dire une loi
il subventionne, comme jamais elles l'ont été, les entreprises agricoles américaines. Et avec un petit additif, un petit complément que la presse américaine a qualifié de Monsanto Act, c'est-à-dire c'est une annexe qui fait que même si certains produits destinés à l'agriculture sont réputés dangereux ou même prouvés dangereux, on ne pourra pas s'opposer à leur commercialisation. C'est une clause cliquée, comme on dit. Et justement, dans les accords TTIP, tout à l'heure, notre ami Pierre-Yves Rougeron vous a signalé que l'accessibilité aux documents de négociation était quasi impossible. Il n'y a que 6 insiders, c'est-à-dire 6 personnes au DG Trade, qui sont parfaitement informés de ce qu'il y a dedans actuellement. Donc, voilà. Mais, et c'est d'autant plus difficile, même si vous aviez accès, même si vous maîtrisez parfaitement l'anglais, parce que tous les documents sont en langue anglaise, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quelques nouveautés dans ce traité. Vous avez par exemple la liste négative, c'est-à-dire imaginez, vous prenez, je vous ai parlé du volet agricole, vous avez le volet agricole, vous avez une partie qui est oubliée dans le volet, dans les chapitres du volet. Eh bien, elle est considérée comme figurant dedans. Tout ce qui est oublié figure dans le traité. Ce n'est même pas la peine d'aller vous déplacer à l'ambassade américaine pour lire les documents, ça ne sert à rien. Vous avez des clauses sunset clause, c'est-à-dire des clauses crépusculaires. Alors là, ça c'est pas mal non plus. Par exemple, là, en saison estivale, parce que c'est plus pratique pour eux, ils vont ratifier, je l'ai dit tout à l'heure, le traité CETA, qui est, je le répète, le jumeau probable, très probable du TTIP. Il faut savoir qu'il y a une clause spécifique, c'est l'article 34 du CETA. C'est le chapitre 34, c'est la clause X074. Je l'ai retenu parce que ça m'a frappé. C'est-à-dire que dans la mesure où le traité est signé, paraphé par la commission exécutive de Bruxelles, il peut être mis en application immédiatement, sans ratification avant. Et je vous garantis que certains volets du CETA sont déjà en application, dont le volet agricole. Donc, si vous voulez, il y a une démarche, si vous voulez, de la Commission européenne qui est supranationale et, comment vous dire, qui me gêne beaucoup parce que je les soupçonne fort je soupçonne fort d'être trop proche des lobbies et moins des intérêts européens. Donc, en ce qui concerne, ça c'est le premier volet. En ce qui concerne les investissements aussi, l'ouverture des marchés publics, en particulier aux États-Unis et au Canada. Alors là, c'est un gros problème et ça tient à un autre volet qui est lié à la constitution propre des États-Unis et du Canada, qui sont de même essence, d'essence anglaise, qui fait que, et ça c'est important, retenez-le bien, que les États et les provinces au Canada, en particulier au Canada le Québec, qui n'a pas signé les accords de mai du lac Mèche, ont une souveraineté très particulière, en particulier concernant les accords commerciaux internationaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous signez un accord pour ce qui concerne le volet d'accès au marché public, eh bien, certains États américains et certaines provinces américaines ne seront pas tenus de l'appliquer. Et j'imagine mal, mais vraiment mal, le Canada et les États-Unis modifient leur constitution pour se mettre à niveau. D'autant qu'il faut le savoir, ça c'est pas que je n'invente pas les chiffres, mais pratiquement 90% des marchés européens sont ouverts à la concurrence américano-canadienne, mais que l'inverse n'est pas... on est loin du compte. Et j'imagine mal les Américains modifier leur constitution pour avantager les Européens. N'y croyez pas, ils ne rêvez pas. Voilà globalement quelques points, si vous voulez, qu'il faut connaître sur le package euro-atlantique. Il faut savoir quand même que cet essai que j'ai écrit, j'ai essayé de le faire à charge et à décharge. C'est vrai que le danger commercial, il est plus du côté de la Chine que du côté des États-Unis, qui sont quand même nos alliés, il faut quand même ne pas l'oublier. Et à ce titre,
je vous rappelle quand même qu'en catimini, on risque la Commission risque de reconnaître le statut de SEM, d'économie mixte, à la Chine. Sur pression pour voir les Allemands qui ont tout intérêt à ce que ça se fasse, entre parenthèses. Parce que moi c'est mon opinion personnelle, mais les institutions européennes sont bien noyautées par nos amis allemands et britanniques également. Donc si vous voulez, c'est important. Parce que si on le reconnaît le statut de SEM, eh bien regardez les problèmes qu'il y a actuellement sur l'acier par exemple, qui envahit l'Europe à prix de dumping. Les prix sont fixés par l'État chinois et non pas par les entreprises. De toute façon, ils sont étatiques. C'est une économie, c'est un capitalisme d'État. Hein. Donc, il faut s'attendre à de gros désagréments, c'est-à-dire si jamais on laisse faire, quoi. Et le problème, c'est que c'est plus de notre ressort, c'est pas du ressort de l'électeur, pas même la ratification. Il n'y aura pas de référendum sur le sujet. Et même le Parlement français, si l'accord est déclaré non mixte, eh bien le Parlement français n'aura pas son mot à dire sur le TTIP. C'est quand même fort. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Donc bon, il y a des choses bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tout n'est pas rejeté, bien sûr. Il y a des choses qui sont bonnes, en particulier sur la protection intellectuelle. Il faut quand même protéger nos brevets, etc., etc. Mais ce qui me choque, si vous voulez, c'est que ce package euro-atlantique, c'est un package, c'est-à-dire c'est à prendre à laisser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'amendement, de retrait. Ouais. Il y a des points qui sont intéressants, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Et donc, si on accepte globalement. Et pour ce que j'en sais actuellement, il y a une grosse asymétrie en faveur des Américains, bien entendu, que ce soit au niveau des services, bancaires, financiers, bien sûr, ou que ce soit au niveau commercial, etc. Je pense surtout aux GAFAM, c'est-à-dire les géants du numérique, quoi, américains, qui sont incontournables. Et donc, si vous voulez, ça risque fort d'être un traité très asymétrique. Si vous voulez, en pratique, ça veut dire quelques gros ennuis, c'est-à-dire des gens sur le carreau, du chômage, etc. Si vous voulez, il y a une grosse asymétrie concurrentielle et qui va nous coûter cher in fine, quoi. Voilà ce qu'il faut comprendre, quoi, finalement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je crois que le mieux, c'est les questions.